Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 3.1.9 et du HOH. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé déjà la première petite chose, c'est un ajout qu'on ne peut pas encore avoir mais qui va arriver très rapidement. C'est les effets de métamorphose. Non, l'objet de métamorphose, c'est des nouveaux glows, voilà, ça peut être intéressant. Apparemment ça sera disponible via un événement, donc j'espère et je pense que ça va venir très bientôt. Je vous invite à aller les regarder. Donc on peut regarder, tu ne peux pas aller vers l'écran de civilisation si tu n'as pas choisi de monstre. Alors il faut d'abord sélectionner un monstre. Pour l'instant on peut pas le faire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Surtout sur les autres éléments. Et en plus on a vu qu'il y avait quand même 20 cases pour... Non, il y a plus que 20 cases. Il y a 25 cases pour 5 éléments. Et du coup, il y a 5 cases de rad. Donc, est-ce que ça va être via l'achat, via du craft, via autre chose? Ça, on sait pas. Ok, on va regarder un petit peu la mise à jour 3.1.9. Donc, vous avez très certainement vu ce qui s'est passé avec les mentors. Les chans ont été pris d'assaut. I need mentor partout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un système maintenant de mentors et d'apprentis. Donc, les invocateurs du niveau 50 maximal pourront devenir mentors, les autres seront apprentis. Chaque mentor peut avoir 5 apprentis. C'est un échange de bons procédés. Ça veut dire que ça ne prend pas de la place dans vos amis. Donc, vous pouvez toujours avoir 50 amis plus 5 apprentis, donc ça c'est pas mal. À l'inverse, un apprenti peut avoir 50 amis et 5 mentors. Donc en général, on va essayer de choisir plutôt un mentor qu'on n'a pas en ami, parce que je suis pas sûr qu'on peut l'utiliser 2 fois le rep. Donc ça c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand l'apprenti va utiliser le rep du mentor? Ça va permettre aux deux joueurs d'avoir de l'énergie. C'est un petit côté sympathique. L'avantage c'est que ça prend pas de place sur les amis. Moi je trouve ça intéressant, il faudrait qu'ils développent un petit peu plus ce côté-là, et j'aimerais bien qu'ils développent ça un petit peu dans le côté des guildes. Il y a beaucoup de joueurs quand on débute, on leur dit ouais ça te sert à rien d'avoir des guildes avant le niveau 25, 30 parce que tu vas dépenser de l'énergie pour rien. Mais c'est pas comme ça que ça va te donner envie de jouer à un jeu. Bien sûr, il y a les chans, FR, bien sûr, il y a tout ça. Mais je trouve que l'énergie dans une guilde, quand il y a une bonne ambiance, c'est autre chose. Surtout quand on est entre potes. Et ils devraient pouvoir peut-être avoir des slots comme ça, réservés pour des petits niveaux. Et ça leur permettrait d'avoir quand même, je sais pas, à chaque victoire de la guilde, 10 points de gloire. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme, on peut faire 12 victoires par mois, par semaine, ça ferait 120 points de gloire. Bon, peut-être un peu plus, peut-être 20. Et ça lui permettrait d'avoir 240 points de gloire par semaine. Ça lui permettrait d'avoir le petit Arsémon. Ça lui permettrait peut-être d'acheter en quelque temps un monstre, les monstres, j'allais dire fusion. Ouais. Vous savez que dans les monstres fusion, il y en a certains qu'on peut acheter, entre autres Emos et tout, qu'on peut acheter avec les points de gloire, avec les points GVG. Donc pourquoi pas, ça permettrait d'aider un petit peu, ça permettrait d'avoir un échange aussi avec les petits joueurs, ça leur permettrait de peut-être voir un peu mieux l'esprit Summoner's War GVG qu'ils ne peuvent pas atteindre en début de jeu. Alors vous allez me dire ouais mais il y a 25 personnes en défense, 25 personnes en attaque, il y a 5 slots qui sont libres parce qu'on peut être 30. Ouais mais dans n'importe quelle guilde, il y a toujours des joueurs qui sont absents pour X ou Y raison, le travail, les vacances, les amis, la famille, malade ou que... pas internet, voilà les bugs. Donc c'est un peu compliqué. Moi souvent les 5 places par exemple je joue dans la guilde, j'essaye de pas être à 30, mais j'essaye d'avoir plus que 25 parce que j'ai toujours des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Donc, voilà, ça c'est mon point de vue. Amélioration d'une partie de l'interface des utilisateurs, donc ça c'est pas très intéressant. Les améliorations de bugs, ce qui est pas mal c'est l'erreur de l'IA lorsque les boss du donjon de rift sont en état de fatigue a été résolue, donc ça c'est une bonne chose. Des résolutions de certains effets qui buguaient apparemment, donc ça c'est bien. La résolution de l'erreur, alors ça ce qui est très bien par rapport aux 7 vampires qui buguaient parfois, a été résolu. Ça je trouve ça très bien parce que honnêtement quand on met un 7 vampire sur un monstre, enfin quand on met n'importe quel 7 et qu'il y a des bugs, on est vraiment dans le mal. Imaginez un violent qui buggerait, on serait un peu fou. Un Swift qui nous donnerait pas notre bonus de vitesse, on serait bien embêté. Un Despair qui proquerait jamais non plus, on pourrait être embêté. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après voilà, c'était une petite mise à jour. Et puis là, on va parler du B-Ring, le Dark Kobold. Ok, pas de problème. Il est où? Donc là, il est disponible pendant le HOH. Il est pas très dur à farmer. Moi, je trouve pas très dur. Mais il faut s'armer d'un cleanser ou d'immunité. Veromos, donc par exemple si vous le cumulez avec un verre des heals, il va jouer souvent, donc son passif va proc très souvent, donc vous allez pouvoir retirer les breakdowns, vous allez pouvoir retirer surtout les bombes. Moi j'ai Wusa. Qu'est-ce qui peut être bien? Si vous avez une Delphoi, si vous avez peut-être une Lissa,
Lisa, vous savez, elle a la possibilité de pouvoir cleanse en AOE. Mav, 3 étoiles, qui est souvent monté pour le toit, qui peut aider aussi. En plus, ça va booster la vitesse, ça va réduire les CD. Donc, il y a vraiment pas mal de solutions pour passer facilement le HOH B2, B3. Moi, j'ai fait le B3, j'étais en dessous des 10 minutes. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un village duel et compagnie. Donc on va parler un petit peu de Beering. Alors Beering, qu'est-ce qu'il a dans le ventre réellement? Alors Beering, c'est le Cobalt Bomber Dark qui ressemble beaucoup à Zibrolta parce que ce sont les deux seuls Cobalt Bombers qui ne sont pas réellement des bombers. Ce sont des pétards mouillés. C'est des voilà. Le skill 1 c'est un pétard, le skill 2 c'est un pétard, pas de bombe. Bon, pourquoi pas. Alors, niveau 40, on va regarder un petit peu ses stats, ce qu'il a dans le bid. Ok, alors niveau 40, attends, on va déjà regarder le leader skill. Le leader skill c'est de la précision pour les monstres ténèbres de 50%. Je trouve ça pas mal, mais entre parenthèses, il faut avoir une team dark autour et qui a besoin de précision. Si on regarde un petit peu dans ce qu'on aurait pu avoir dans les derniers HOH, Ran, ok, ça va lui permettre de poser le slow. Le skill 2 c'est pas très intéressant, c'est sur Cookie Drick. Le skill 3 ça peut être pas mal parce que ça réduit la jauge d'attaque de 20%. Ok, donc avoir de la précision c'est pas trop mal, sachant que c'est pas forcément ce qu'on va rechercher avec Ran. Mais dans tous les cas c'est pas un skill qui va beaucoup proc. Mais bon, pourquoi pas. La net qu'on a eu lors d'un, enfin vous avez peut-être eu lors d'un HOH avant. Le skill 1 fait une troisième attaque, perturbation de récupération des PV, donc ça peut être pas mal. Et pour le skill 3, cette attaque soigne également. Ok, donc là pas très intéressant pour la net. Si vous avez un Liebli, bah c'est vrai que ça peut être pas mal pour le côté bomber. Qu'est-ce qui peut être intéressant peut-être dans les 3 étoiles? J'essaie de réfléchir en même temps. Peut-être que Zinc, bah oui, ça peut être pas mal pour un Zinc. J'essaie de regarder un petit peu ce qui est joué. Ça peut être très très bien pour la faucheuse Dark, d'avoir de la précision, réellement. En plus, sachant que vous allez voir, le skill 1 de Zibrolta fait plus de dégâts en fonction des effets néfastes sur l'ennemi. Il va mettre des dégâts continus, il va pouvoir stun, donc ça c'est des effets néfastes, donc on va pouvoir faire plus de dégâts sur le skill 1. Un Mantura ça peut être pas mal. Crow qui met des dégâts continus. Alors c'est quoi? Le Death Break. Et la possibilité d'infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Le skill 3, les dégâts sont augmentés de 50% si l'ennemi est sous un effet nocif. Donc ça peut être bien pour le skill 1, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a vraiment en monstre dark? L'Harpie Dark qui est joué un petit peu, ça peut être pas mal pour réduire la puissance. Le skill 2 qui bloque la récupération des PV. Et le skill 3 ne va pas en avoir besoin, mais c'est intéressant quand même. Ah si, ça affaiblit la défense pendant 2 tours, ok, de 30%. Donc ça peut être pas mal aussi pour ça. Et puis je pense qu'on a un peu près fait le tour des Dark and Light, enfin des Dark qui peuvent être joués. Après bien sûr vous avez peut-être de la chance d'avoir eu des 4 étoiles natifs et des 5 étoiles natifs Dark, c'est pas la chance de tout le monde. Donc on va retourner un petit peu sur la tête de Beering. Beering, où es-tu? Tu es... Je suis sûr que vous le voyez vous sur votre écran, moi je le vois pas. Putain, à chaque fois ça me fait ça. Il est là. En plus il a une tête bien violette. Alors, les stats PV. C'est un monstre attaque, il est dark, donc on aimerait bien quand même avoir un petit peu de PV. Il aura 9221 au level 40, c'est faible. Les autres bombers auront un petit peu plus de mémoire. J'ai pas envie de dire une bêtise, Malaka aura un petit peu moins, non, je dis une bêtise. Malaka aura un petit peu moins, Zibrolta aura un petit peu plus, Dover il sera à 8568, donc il sera en dessous, Taurus aussi. Ok, donc finalement c'est le bomber qui aura le plus de PV, 9221. Bon, pourquoi pas. Ses stats d'attaque par contre seront à 790 au niveau 40 éveillé, là où les autres bombers par contre sont en plus. Zibrolta on a plus, alors Malaka il sera à 812, Zibrolta j'ai plus devant les yeux, 801 pour Dover et 790 pour Taurus. 790, ouais c'est pareil, donc Taurus et Beering auront la même attaque. La défense 571, ça va, ça fait partie de la moyenne, mais c'est pas dingue non plus, et la speed c'est la même pour tous les kobolds, c'est 99. Le petit problème des kobolds, je trouve, c'est qu'en étant éveillés, ils ne chopent pas des bonus de stats, ils vont tous choper leur dernier skill. Là où certains pourront peut-être choper 15 points de vitesse, là où certains vont peut-être choper de la précision, ou pourquoi pas du taux critique. Taux critique ça pourrait être pas mal, la vitesse ça aurait été vraiment très très bien, mais bon.
C'est comme ça, hein. On va pas refaire le monde de Summoner's War, on va pas pleurer non plus. Donc le skill 1, le petit pétard mouillé, attaque l'ennemi 3 fois avec une bombe, les dégâts augmentent de 15% pour chaque effet nocif sur l'ennemi. Triple hit, skill 1, 15% de dégâts en plus sous les effets nocifs, pourquoi pas? Pourquoi pas? De base c'est un skill qui fait 115% de dégâts x 3, donc on est à 345. En skill up on va gagner 15, 20, 25, 30%. Donc c'est pas mal, 30% x 3 ça va faire 90%, plus l'augmentation de 15% possible par effet néfaste. C'est pas mal. On a possibilité sur son skill 1 de faire quand même pas mal de damage. On arrive quasiment à scaler sur un skill 2 d'ennemi. On va dire un skill 2, on est entre 500 et 600% de damage. Là, de base, on est à 345, une fois skill up, on va être facilement au-dessus des 400. En fonction des effets néfastes, ça va être un peu comme Akadamir, il va faire plus de dégâts. Le skill 2, qui est le même que Gibraltar, donc le multi-pétard, attaque tous les ennemis 3 fois, donc une AOE, triple hit encore. Donc avec une bombe assourdissante, chaque attaque a 25% de chance d'infliger des dégâts continus, donc on peut mettre entre 0 dégâts continus et 3 dégâts continus pendant 2 tours, donc ça c'est bien. Et en plus, on peut bloquer les effets bénéfiques pendant 2 tours. Alors, ça c'est intéressant, on commence déjà à voir dans quel type de jeu on pourrait le sortir. En nécro, double triple hit, des dégâts continus c'est intéressant. En géant, bah oui, faire des dégâts, le boss il va avoir beaucoup d'effets néfastes, donc sur le skill 1 ça sera pas mal, on va faire des dégâts. Sur le skill 2 on va l'empêcher de prendre des buffs, donc de nous mettre beaucoup de dégâts, donc c'est intéressant. Le skill 3, qui fait que Bearing et Bearing, ou Beringe, si vous voulez que je le prononce comme ça, il n'y a pas de problème, exterminateur magique, attaque tous les ennemis avec une bombe, donc une attaque AOE encore, qui bloque tous les pouvoirs magiques, interdisant l'utilisation de toutes les compétences pendant 2 tours, en dehors des passifs. Ok, donc, et puis le leader skill, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est un côté intéressant parce que c'est 2 tours, une fois skill up, on a 4 tours de CD, donc finalement on va empêcher quand même, pendant la moitié du temps, les ennemis d'utiliser leur skill 2, le skill 3. On va parler déjà un petit peu de notion damage. Un skill 1 a à peu près 300-350% de base de multiplication d'attaque. Ok. Le skill 2, on est entre 500 et 600. Donc on va gagner 250 points, 300 points. Sur le skill 3, il y en a beaucoup qui vont tourner autour des 750, 800. Donc c'est-à-dire que si on arrive à bloquer le skill 2, le skill 3, on va empêcher quand même énormément de dégâts. Donc ça c'est déjà un très bon point. Un monstre qui est capable sur un skill 1 de faire, j'ai une bêtise, mais de faire 1000 de dégâts, sur le skill 2, il fera peut-être 2000 de dégâts, et sur le skill 3, il fera 3000 de dégâts. C'est vraiment une bêtise que je dis. Donc finalement, au lieu qu'il nous fasse skill 3, skill 2, skill 1, il va nous faire skill 1, skill 1, skill 1. Donc on va prendre 3000 de dégâts, là où en temps normal on en aurait pris 6000. Plus en général le skill 3, le skill 2, ça rajoute des effets néfastes, ou ça a des bonus, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Donc déjà, face à pas mal de nickers, ça va vraiment réduire le potentiel de damage. Donc ça peut être intéressant en PvE, mais c'est aussi intéressant en PvP. En PvE, finalement, on aura besoin de peut-être moins avoir de healer, parce que on prend moins de damage. Donc, moi j'aime bien, ça j'aime bien. Deuxième chose qui est intéressante, le skill 1, le skill 2 qui vont très bien ensemble. 2 triple hits. Donc ça peut être joué en nécro. Alors si vous voulez le jouer en nécro, actuellement vous êtes en train de réfléchir à une team nécro pour plus tard. Nécro, forcément, vous devrez runer Bearing Violent Revenge. Après, je pense qu'il y a un runage qui est intéressant sur Bearing en dehors du nécro. Pour l'early game, ce serait du Despair. Du Despair, peut-être l'âme, pourquoi pas. Ouais, du Despair lame pour avoir un peu de taux critique quand même, parce que c'est un monstre attaque. Vous le mettez en mode attaque, dégâts des critiques, attaque, si vous avez assez de taux critique. Avec le lame, ça va vous en donner un petit peu plus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est quand même triple hit sur le skill 1. Donc, le triple hit va pas apporter grand chose au Despair, parce qu'il y a que la première attaque qui peut proc. Le skill 2, c'est une AOE, le skill 3, c'est une AOE. Double AOE, intéressant pour le Despair. On fait des damages, en plus, on les empêche d'utiliser leur sort 2, sort 3, pas les passifs, mais sort 2, sort 3 quand même. Donc, ça va nous permettre quand même de faire des damages tout en étant utilitaire. Il y a quand même un côté intéressant en PvE, mais qui est aussi très intéressant en PvP. Je pense qu'en PvE, si on devait prendre dans le sens farmer, je dirais non. Bearing n'est pas un bon farmer, les ratios de ses skills sont pas très intéressants, son skill 1 peut faire du damage si
et seulement si on a mis des effets néfastes sur l'ennemi, sachant qu'il est là pour finir vite les tours, bof. Le skill 2 c'est une AOE qui fait un peu de damage mais pas beaucoup. Le skill 3 fait pas beaucoup de damage non plus. Donc pas très intéressant. De base il a pas une grosse speed, il a une attaque qui est bien mais pas dingue non plus. C'est un élément d'arc donc ça peut être intéressant pour farmer. Mais je pense que ce n'est pas un bon farmer. Géant, oui, très bon pour le géant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le skill 1 qui va faire plus de dégâts en fonction des effets néfastes qu'on a mis à l'ennemi. Vous jouez avec un Veromos, vous jouez avec un Bernard, vous jouez avec une Shannon par exemple. Bernard va mettre Break Death, Break Attack. Shannon va mettre du Glancing, va mettre du Slow. Donc là on est déjà rendu à 4 effets nocifs. On va avoir peut-être Veromos qui va mettre des dégâts continus. Donc on va se dire, on a déjà 5 marques sur l'ennemi. Beering sur le skill 2 peut mettre des dégâts continus. Donc finalement on arrive quand même facile à gagner 100% de damage en plus sur le skill 1 x 3, triple hit. Donc c'est pas mal. Moi je trouve ça un très récent. Tout de même, enfin non je dis une bêtise, c'est pas 100, ça fait 4, ça fait 60, 60 x 3 ça fait 180%. C'est quand même pas mal 180%. C'est pas 300% mais c'est quand même 180% de damage en plus sur le skill 1. Sur les boss en général, surtout le géant, il n'y a pas de cleanse, il n'y a rien du tout, il est assez lent. Donc on arrive bien à déposer les effets néfastes, donc il va pouvoir faire des dégâts sur le skill 1. Avec le skill 2, on va bloquer la possibilité d'avoir le buff d'attaque, donc on va prendre moins de dégâts. Donc moi je trouve ça pas mal, je trouve ça vraiment pas mal comme monstre pour le géant. Donc oui, c'est un monstre intéressant. Il est pas OP, il est pas nul, il est très correct pour faire du géant. En dragon je ne le sortirai pas, pourquoi? Parce que forcément, skill 1, on va pas faire forcément beaucoup de dégâts parce que le nombre d'effets néfastes va être réduit par le cristal de droite qui va pouvoir cleanse. Le fait que le cristal de droite peut cleanse, le skill 3, le silence va servir à rien, les dégâts continus vont pas être très utiles sur le skill 2. Donc moi je dirais non pour le dragon, j'ai dit oui pour le nécro en violent revenge, sachant que de base il a pas une grande speed, c'est pas très grave parce que la speed elle est bloquée dans le nécro. En Toa hard, je dirais un grand oui. Très certainement encore en Despair que je le mettrais pour amener du contrôle. Très certainement attaque ou vitesse, peut-être vitesse. Alors je le mettrais peut-être en Violent, je le mettrais peut-être en Despair. Alors l'avantage du Violent, c'est-à-dire que ça me permet dans ma tête de dire, je vais essayer de mettre toujours le Silence en AOE sur tout le monde. Alors il y a 70% de chance, donc ça sera pas tout le monde. Mais si j'ai un proc Violent, j'ai 4 tours de CD de base, ça va me réduire à 3 tours. S'il a une bonne vitesse avec un bon leader skill par rapport à l'ennemi, je vais quasiment toujours apposer le silence sur la team ennemie. Donc ça peut être intéressant. Le Despair va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire on met silence, on Despair. Donc finalement l'ennemi va pas pouvoir trop attaquer, à part peut-être une fois de temps en temps un skill 1, donc ça peut être très intéressant aussi. Pourquoi il est intéressant? Parce que on va avoir des dégâts continus, très certainement avec un Barretta. Donc le skill 1 va faire plus de damage. On va mettre des break death, on va mettre du slow avec Spectra, donc il va faire plus de damage. Le skill 2 qui met des dégâts continus en AOE, donc ça c'est bien. On bloque les effets bénéfiques, donc ça c'est bien aussi, parce qu'en Toa, il y a quand même des effets bénéfiques qui peuvent nous mettre à mal. Des hots, des buffs de défense, des buffs d'attaque. Voilà, ce genre de choses qui peuvent être vraiment chiants. Je pense aussi à des teams par exemple où il va avoir de la contre-attaque, où ils vont se mettre le buff de contre-attaque qui peut être aussi assez gênant. Donc ouais, ça c'est pas mal. Et le skill 3 qui est très bien, comme je l'ai déjà dit, pour le silence, qui peut proc en plus un Despair. Donc oui, Toa hard, je pense que c'est intéressant. Son petit point négatif, c'est sa vitesse. Pour ça. De base, il a pas de bonus de précision non plus, sachant qu'en Toa, on a besoin de vitesse de précision pour que les effets néfastes passent le mieux, pour outspeed, donc toujours dominer l'ennemi. Donc ouais, ça peut être pas mal, on pourrait remplacer Veromos peut-être par Beering. Finalement, si un silence, si on arrive à stun, si on met des dégâts continus, on a peut-être pas forcément besoin d'un cleanser, comme Veromos. Donc ça peut être pas mal, c'est un élément d'arc aussi, donc du coup ça va prendre un avantage sur l'ennemi. Donc ça c'est pas mal. Les rifts, je trouve ça moins intéressant parce que les dégâts continuent non. Le silence, non. Donc on pourrait se dire double AOE, donc ça pourrait être pas trop mal peut-être pour le rift de feu. Mais je suis pas emballé, il faudrait vraiment voir les dégâts qu'on va faire. Je pense qu'il y a mieux. Pour le raid, je dirais non, parce qu'il ne met pas d'effet néfaste. Les dégâts continus, il peut pas les placer, il met pas de break death, il met pas de slow, il met pas de glancing, il met pas de bombe, où il pourrait faire un peu de damage comme une Syrah. Donc bof. Après, je dirais que c'est bien de le farmer, moi j'en farme
chaque AOH, je farm minimum 4 unités. Si je peux en faire plus, j'en fais plus. Si je peux pas, j'en fais pas plus. C'est intéressant parce que Gibraltar, finalement, il est intéressant sur son skill 3 parce qu'il peut mettre des dégâts continus. Donc il y a des joueurs qui le jouent en écro. Je pense que l'avantage que va avoir Beering, c'est qu'il est un peu plus polyvalent que Gibraltar. Gibraltar, on pourrait le sortir un petit peu en Toa hard ou en Toa normal aussi pour les dégâts continus, sur le skill 2, sur le skill 3. Après, il a pas une grande vitesse non plus, il aura pas beaucoup de défense. Bon, je pense que Beering est un peu meilleur que Gibraltar. C'est vraiment juste mon point de vue. Malaka a besoin, forcément c'est un bomber, donc il a besoin de skill up pour faire plus de damage, pour essayer de passer mieux ses debuffs. Taurus c'est exactement la même chose et Dover c'est exactement la même chose. Et ça tombe très très bien. Pourquoi ? Parce que actuellement dans la rotation des pires d'invoque, on a Syrah. On a Syrah qui est disponible, donc c'est la reine des bombers. Donc ça va être très très bien de pouvoir skill up ses bombers si on arrive à choper Syrah. Et qu'il y a Taurus qui est actuellement disponible dans la rotation. Donc finalement, vous chopez Taurus, vous avez quand même la possibilité de le skill up très rapidement, le monter 5 étoiles, 6 étoiles. Donc moi je dis oui, c'est pas moi qui va vous dire de le farmer. Minimum déjà, ayez un peu de justesse d'esprit en farmez-en un, parce que c'est quand même un élément dark. Ok, vous voulez pas farmer un monstre feu, un monstre vent, vous avez la possibilité de les avoir par un vélin mystique. Avoir un 4 étoiles natif dark, c'est fait quand même nettement plus rare, c'est nettement plus difficile d'avoir de quoi invoque. Donc il faut le farmer. Et puis après voilà, moi je vous ai donné des pistes pour le travailler. En PVP, il y a des choses très intéressantes, je pense, face à des teams avec des strippers, en saut des Pra, des Juno. Oui, parce que si vous vous bloquez avec le silence, Pra, Juno, et ça utilise seulement son skill 1, ça va pas pouvoir strip, ça va pas pouvoir heal. Ok, le passif de Juno, il sera encore là. On pense aussi à bloquer tous les boosters ATB. Et ouais, parce que finalement, il faudrait que là, il soit dans une team rapide, donc très certainement vous aurez besoin d'un leader skill de vitesse, d'un booster ATB pour que Beering puisse jouer. Mais si vous arrivez à mettre le silence, les ennemis font moins de dégâts comme je vous ai expliqué, parce que les monstres DPS vont seulement utiliser leur skill 1. Si vous bloquez les boosters ATB, finalement vous allez outspeed totalement la team en face, vous allez vraiment jouer beaucoup plus, donc c'est intéressant. Vous allez peut-être empêcher par exemple un Théomars d'avoir un boost de vitesse et un boost d'attaque, donc finalement il fera nettement moins de dégâts sur son skill 1. Par exemple si je regarde par rapport à mes monstres, Beering c'est très bien face à Wusa. Oui, Wusa sur son skill 1 il sert à rien. C'est très bien face à Orion, malgré que Orion va pouvoir accélérer un peu ses CD s'il arrive à proc sur son skill 1. Sigmarus, alors on le voit pas beaucoup en défense, mais on pourrait penser à Téchar. Téchar va seulement utiliser son skill 1 qui peut stun, donc c'est pas mal. Il fera moins de dégâts en AOE, donc pas les AOE c'est déjà bien. Face à Perna, je trouve ça un peu moins fort parce que Perna aura toujours son passif. Théomars c'est très fort parce que pas de skill 2. Donc son skill 2 qui a moyen de mettre un break def, triple hit, qui a moyen de faire des damages, c'est bien. Et puis surtout, en général, on va se dire, on va mettre aussi le silence sur un Bernard qui va par exemple booster la vitesse. Donc son skill 1 fait des dégâts en fonction de la vitesse. Et on va peut-être aussi bloquer un Galion qui va lui buffer l'attaque et nous mettre un break def en AOE. Face à Galion, c'est très bien parce qu'il a seulement son skill 1 qui peut break def, d'accord. Mais ça va quand même le faire chier. Barretta, s'il a seulement son skill 1, ça va le faire chier. Et on trouve des Barretta, des joueurs qui les jouent seulement pour le leader skill de vitesse. Un Arnold, on n'en voit pas beaucoup d'Arnold, mais un Arnold ça sera très bien. Je pense à des Brillants. Face à une team Brillant qui ne peut pas utiliser son res, mais il sert à rien. Il sert vraiment à rien, c'est juste une boule de HP. Face à des teams Spectra, on ne voit pas trop en défense, donc ça c'est pas très intéressant. Face à des Verdé Hill, il aura toujours son passif, il aura son skill 1 qui sera disponible, donc finalement c'est pas intéressant face à un Verdé Hill. Un Leica, un Shaw, je trouve pas ça intéressant. Ok, il fera pas son skill 2 de justice qui fera plus de dégâts, mais il fera toujours son skill 1 qui peut faire des dégâts. Ils auront toujours, Leica aura toujours son passif, enfin ils auront toujours leur passif, donc c'est moins intéressant face au Chevalier Dragon. Face à des Lissa, ça peut pas clean, ça peut pas attaquer tous ensemble. Une Oua, je trouve pas ça trop intéressant, elle a toujours son passif. Au Bernard, c'est très intéressant. Un Mav, bon, on n'en voit pas beaucoup. En RTA un petit peu, donc ça peut être intéressant. Une Chazune qui fait seulement son skill 1. Elle serait vraiment dans le mal. Un Monkey King bof. Je pense aussi au Beast Monk. Chandra, il peut pas protéger. Ritesh qui peut pas faire la méditation. Kumar qui peut pas faire la méditation. Ça les mettrait vraiment à mal. Je pense que par contre le compte de Beering, ne lancez pas Beering face à une team qui a beaucoup de vitesse. Donc leader skill de vitesse, booster ATB, où vous êtes pas sûr de passer devant. Et faites gaffe aussi au Veromos.
Veromos, bah vous mettez le silence, Veromos il a toujours son passif, et finalement il va cleanse tout ça. Je pense que j'ai fait le tour, n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire, bah lâchez un commentaire, et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Smoothor. Ciao ciao les invocateurs, aux deux joueurs d'avoir de l'énergie. C'est un petit côté sympathique, l'avantage c'est que ça prend pas de place sur les amis. Moi je trouve ça intéressant, il faudrait qu'ils développent un petit peu plus ce côté-là, et j'aimerais bien qu'ils développent ça un petit peu dans le côté des guildes. Il y a beaucoup de joueurs quand on débute, on leur dit ouais ça te sert à rien d'avoir des guildes avant le niveau 25, 30 parce que tu vas dépenser de l'énergie pour rien. Mais c'est pas comme ça que ça va te donner envie de jouer à un jeu. Bien sûr, il y a les chans, FR, bien sûr, il y a tout ça. Mais je trouve que l'énergie dans une guilde, quand il y a une bonne ambiance, c'est autre chose. Surtout quand on est entre potes. Et ils devraient pouvoir peut-être avoir des slots comme ça, réservés pour des petits niveaux. Et ça leur permettrait d'avoir quand même, je sais pas, à chaque victoire de la guilde, 10 points de gloire. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme, on peut faire 12 victoires par mois, par semaine, ça ferait 120 points de gloire. Bon, peut-être un peu plus, peut-être 20. Et ça lui permettrait d'avoir 240 points de gloire par semaine, ça lui permettrait d'avoir le petit Arsémon, ça lui permettrait peut-être d'avoir d'acheter en quelque temps un monstre, les monstres, j'allais dire fusion. Ouais. Vous savez que dans les monstres fusion, il y en a certains qu'on peut acheter, entre autres Emos et tout, qu'on peut acheter avec les points de gloire, avec les points GVG. Donc pourquoi pas, ça permettrait d'aider un petit peu, ça permettrait d'avoir un échange aussi avec les petits joueurs, ça leur permettrait de peut-être voir un peu mieux l'esprit Summoners War GVG qu'ils ne peuvent pas atteindre en début de jeu. Alors vous allez me dire ouais mais il y a 25 personnes en défense, 25 personnes en attaque, il y a 5 slots qui sont libres parce qu'on peut être 30. Ouais mais dans n'importe quelle guilde, il y a toujours des joueurs qui sont absents pour X ou Y raison, le travail, les vacances, les amis, la famille, malade ou que pas internet, voilà les bugs. Donc c'est un peu compliqué. Moi souvent les 5 places par exemple je joue dans la guilde, j'essaye de pas être à 30 mais j'essaye d'avoir plus que 25. Bon pourquoi pas, un village duel et compagnie. Donc on va parler un petit peu de Beering. Alors Beering, qu'est-ce qu'il a dans le ventre réellement? Alors Beering c'est le Kobold Bomber Dark qui ressemble beaucoup à Zibrolta parce que ce sont les deux seuls Kobold Bombers qui ne sont pas réellement des bombers. Ce sont des pétards mouillés. C'est des voilà. Le skill 1 c'est un pétard, le skill 2 c'est un pétard, pas de bombe. Bon, pourquoi pas. Alors, niveau 40, on va regarder un petit peu ses stats, ce qu'il a dans le bid. Ok, alors niveau 40, attends, on va déjà regarder le leader skill. Le leader skill c'est de la précision pour les monstres de ténèbres de 50%. Je trouve ça pas mal, mais entre parenthèses, il faut avoir une team dark autour et qui a besoin de précision. Si on regarde un petit peu dans ce qu'on aurait pu avoir dans les derniers HOH, Ran, ok, ça va lui permettre de poser le slow. Le skill 2 c'est pas très intéressant, c'est sur Cookie Trick. Le skill 3 ça peut être pas mal parce que ça réduit la jauge d'attaque de 20%. Ok, donc avoir de la précision c'est pas trop mal, sachant que c'est pas forcément ce qu'on va rechercher avec Ran. Mais dans tous les cas c'est pas un skill qui va beaucoup proc. Mais bon, pourquoi pas. L'Annette qu'on a eu lors d'un, enfin vous avez peut-être eu lors d'un HOH avant. Le skill 1 fait une troisième attaque, perturbation de récupération des PV, donc ça peut être pas mal. Et pour le skill 3, cette attaque soigne également. Ok, donc là pas très intéressant pour l'Annette. Si vous avez un Liebli, c'est vrai que ça peut être pas mal pour le côté bomber. Qu'est-ce qui peut être intéressant peut-être dans les 3 étoiles? J'essaie de réfléchir en même temps. Peut-être que Zinc, bah oui, ça peut être pas mal pour un Zinc. J'essaie de regarder un petit peu ce qui est joué. Ça peut être très très bien pour la faucheuse d'arc. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 3.1.9 et du HOH. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé déjà la première petite chose, c'est un ajout qu'on ne peut pas encore avoir, mais qui va arriver très très rapidement. C'est les effets de métamorphose. Non, l'objet de métamorphose. C'est des nouveaux glows, voilà, ça peut être intéressant. Apparemment ça sera disponible via un événement, donc j'espère et je pense que ça va venir très très bientôt. Je vous invite à aller les regarder. Donc on peut regarder, tu ne peux pas aller vers l'écran de civilisation si tu n'as pas choisi de monstre. Alors il faut d'abord sélectionner un monstre, pour l'instant on peut pas le faire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout sur les autres éléments. Et en plus on a vu qu'il y avait quand même 20 cases pour... Non, il y a plus que 20 cases, il y a 25 cases pour 5 éléments, et du coup il y a 5 cases de rad. Donc est-ce que ça va être via l'achat, via du craft, via autre chose? Ça on sait pas. Ok, on va regarder un petit peu la mise à jour, 3.1.9, donc vous avez très certainement vu ce qui s'est passé avec les mentors. Les chans ont été pris d'assaut, I need mentor partout.
Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un système maintenant de mentors et d'apprentis. Donc, les invocateurs du niveau 50 maximal pourront devenir mentors, les autres seront apprentis. Chaque mentor peut avoir 5 apprentis. C'est un échange de bons procédés. Ça veut dire que ça ne prend pas de la place dans vos amis. Donc, vous pouvez toujours avoir 50 amis plus 5 apprentis, donc ça c'est pas mal. À l'inverse, un apprenti peut avoir 50 amis et 5 mentors. Donc en général, on va essayer de choisir plutôt un mentor qu'on n'a pas en ami, parce que je suis pas sûr qu'on peut l'utiliser 2 fois le rep. Donc ça c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand l'apprenti va utiliser le rep du mentor? Ça va permettre, parce que j'ai toujours des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Donc, voilà. Ça c'est mon point de vue. Amélioration d'une partie de l'interface des utilisateurs, donc ça c'est pas très intéressant. Les améliorations de bugs, ce qui est pas mal, c'est l'erreur de l'IA lorsque les boss du donjon de Rift sont en état de fatigue a été résolue, donc ça c'est une bonne chose. Des résolutions de certains effets qui buguaient apparemment, donc ça c'est bien. La résolution de l'erreur, alors ça ce qui est très bien par rapport aux 7 vampires qui buguaient parfois, a été résolu. Ça je trouve ça très bien parce que honnêtement quand on met un 7 vampire sur un monstre, enfin quand on met n'importe quel 7 et qu'il y a des bugs, on est vraiment dans le mal. Imaginez un violent qui buggerait, bah on serait un peu fou. Un Swift qui nous donnerait pas notre bonus de vitesse, on serait bien embêté. Un Desper qui procerait jamais non plus, on pourrait être embêté. Donc ça je trouve ça intéressant. Après voilà, c'était une petite mise à jour. Et puis là on va parler du B-Ring, le Dark Kobold. Ok, pas de problème. Il est où? Donc là il est disponible pendant le HOH. Il est pas très dur à farmer, moi je trouve pas très dur, mais il faut s'armer d'un cleanser ou d'immunité. Veromos, donc par exemple si vous le cumulez avec un verre des heals, il va jouer souvent, donc son passif va proc très souvent, donc vous allez pouvoir retirer les breakdowns, vous allez pouvoir retirer surtout les bombes. Moi j'ai Wusa. Qu'est-ce qui peut être bien? Si vous avez une Delphoi, si vous avez peut-être une Lisa. Lisa, vous savez, elle a la possibilité de pouvoir cleanse en AOE. Mav, 3 étoiles, qui est souvent monté pour le toit, qui peut aider aussi. En plus, ça va booster la vitesse, ça va réduire les CD. Donc, il y a vraiment pas mal de solutions pour passer facilement le HOH B2, B3. Moi, j'ai fait le B3, j'étais en dessous des 10 minutes. D'avoir de la précision réellement. En plus, sachant que vous allez voir le skill 1 de Zibrolta fait plus de dégâts en fonction des effets néfastes sur l'ennemi, il va mettre des dégâts continus, il va pouvoir stun, donc ça c'est des effets néfastes, donc on va pouvoir faire plus de dégâts sur le skill 1. Un Mantura ça peut être pas mal. Crow qui met des dégâts continus. Alors c'est quoi? Le Death Break et la possibilité d'infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Le skill 3, les dégâts sont augmentés de 50% si l'ennemi est sous un effet nocif. Donc ça peut être bien pour le skill 1, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a vraiment en monstre dark? L'Harpie dark qui est joué un petit peu, ça peut être pas mal pour réduire la puissance. Le skill 2 qui bloque la récupération des PV. Et le skill 3 ne va pas en avoir besoin, mais c'est intéressant quand même. Ah si, ça affaiblit la défense pendant 2 tours, ok, de 30%. Donc ça peut être pas mal aussi pour ça. Et puis je pense qu'on a à peu près fait le tour des Dark and Light, enfin des Dark qui peuvent être joués. Après bien sûr vous avez peut-être de la chance d'avoir eu des 4 étoiles natifs et des 5 étoiles natifs Dark, c'est pas la chance de tout le monde. Donc on va retourner un petit peu sur la tête de Bering. Bering, où es-tu? Tu es... Je suis sûr que vous le voyez vous sur votre écran, moi je le vois pas. Putain, à chaque fois ça me fait ça. Il est là. En plus il a une tête bien violette. Alors, les stats PV. C'est un monstre attaque. Il est dark, donc on aimerait bien quand même avoir un petit peu de PV. Il aura 9221 au level 40, c'est faible. Les autres bombers auront un petit peu plus de mémoire. J'ai pas envie de dire une bêtise. Malaka aura un petit peu moins. Non, je dis une bêtise. Malaka aura un petit peu moins, Zibrolta aura un petit peu plus, Dover il sera à 8568, donc il sera en dessous, Taurus aussi. Ok, donc finalement c'est le bomber qui aura le plus de PV, 9220.